What's up tout le monde? Bienvenue au podcast Pris en quarantaine, le podcast où j'apprends à connaître des gens qui m'inspirent de tous les domaines, de tous les sphères de la vie. Et aujourd'hui, j'ai la chance de parler avec un gars que je connais depuis plusieurs années, qui a un bagage incroyable, Jonathan Cabana du band Blind Witness, maintenant chef. Joe, man, comment ça va? Salut, comment ça va toi? Ça va, man, je suis content de te parler, mon gars. Moi aussi, je suis très content. Ça fait longtemps quand même. Hein? Ça fait assez longtemps. On se parle peut-être une fois ou deux par année. Là. Des fois, je passe par Granby puis je t'écris. Je suis comme « Hey Joe, je suis dans ton bout. » Puis, mais souvent, j'ai pas le temps d'arrêter parce que je suis en deux courses ou parce qu'il y a une course à Bromont. Fait que je vais souvent dans ce secteur-là pour aller courir. Fait que je repasse puis je suis comme « Ah, man, faudrait qu'un jour j'arrête. » Mais ça n'a comme jamais à donner parce que j'y vais tout le temps pour 24 heures ou maximum 48 heures. Là. Sinon, toi, ça va bien? Super bien. Écoute, on vit le confinement comme on peut. En tant que restaurateur, c'est pas évident, mais il faut se creuser maintenant et trouver des solutions. So far, so good. Là. Ah, bon, tant mieux. On va en revenir tantôt là, au resto. Pour ceux qui te connaissent un peu moins, je vais faire un petit pedigree de ta vie. Là. Jonathan Cabana, c'est le chanteur principal de Blind Witness. En fait, t'es le seul, là, mais t'es le chanteur de Blind Witness, le band de métal, excluant, exemple, quelques bands montréalais qui ont bien élevé. Là. Vous êtes probablement un des bands de métal qui a le plus marché au Québec. Et j'aurais tendance à dire quasiment au Canada, mais il faut croire qu'il y en a au Canada qui ont levé pareil. Mais au Québec, du moins, vous êtes pas mal démarqué. Puis aujourd'hui, tu es devenu restaurateur, tu es devenu propriétaire de resto, d'un resto à Granby. Comme je disais tantôt, on en reviendra. T'as une méchante vie, mon gars. Ça a brassé. T'as voyagé pas mal? Ouais, écoute, oui. Mon Dieu, c'est. Moi, j'ai tout le temps. J'ai pour mon Dieu dans la vie que quand tu travailles, tu veux quelque chose, tu travailles fort, tu as un objectif, ben, c'est quand même assez facile. Ben, c'est pas facile. Il y a beaucoup d'embûches, mais tu sais. Il y a beaucoup d'embûches. Mis à part tout ça, tu sais. T'es capable de faire ce que tu veux dans la vie, peu importe. Fait que, moi, c'était comme un peu ça mon mojo. Fait que c'est pour ça que on a poussé fort avec Blind Witness, puis ça a fonctionné. Fait que je suis bien content. Quand tu étais plus jeune, qu'est-ce qui t'a amené vers la musique? T'es-tu issu du monde d'une famille de musiciens ou c'est tes chums à toi que tu as connus qui t'ont introduit à la musique? Mon Dieu, je suis zéro. Je viens zéro d'une famille de musiciens. Ah ouais? Ça a commencé que, mettons, vers l'âge de 9 ans, à peu près, mettons 8 ans, chez ma grand-mère dans la cave, une place que genre, quand on était plus jeune, on n'avait pas nécessairement le droit d'aller. Mais moi, tu me dis que j'ai pas le droit d'aller quelque part, c'est sûr, j'y vais. Hein? Dans une vieille chambre, il y avait une guitare qui avait plus de cordes dessus, pas en toute une guitare acoustique. Puis là, j'ai quand même fait, wow, j'ai trouvé ça. Puis là, finalement, elle a dit, ben, si t'as veux, je vais t'en donner. Fait que là, ça a commencé comme ça. On est allé voir un studio, ben pas un studio de musique, mais une place qui vend des instruments de musique. Et mon père il a dit comment ça coûte la refaire. Finalement, c'était trop cher, mais là, l'intérêt était déjà là. Fait que là, ça a parti de là. En fait, j'ai eu ma première guitare acoustique. J'ai commencé à prendre des cours de guitare acoustique. Ça n'a pas été très long que j'ai lâché la guitare acoustique pour tomber sur la guitare électrique. C'est ça. Je jouais de la musique chez nous tout seul. Puis moi, qu'est-ce qui m'a fait rentrer vraiment gros dans la musique, c'est quand j'étais... Ben, en fait, j'étais plus jeune, genre secondaire 1, j'avais un super bon ami à moi qui s'appelle Christophe Bondoc, que c'est un gars qui tripe sur la musique bien raide, mais quand on était plus jeune, lui, c'était le premier à avoir les catalogues Columbia, là. Tu sais que tu peux avoir genre, 14 CD, puis après ça, c'est moins cher. Fait que il s'est ramassé avec une collection incroyable. Puis dans ce temps-là, on était un peu marginaux dans notre tête. Là. On pensait que c'était de la musique heavy. Là. Mais c'est là qu'on est rentré genre, à écouter des bands comme Korn. Moi, je tripais sur Korn bien raide. J'avais toute leur cassette. Puis on parle de cassette, bon. Là, ça fait longtemps. Là. Puis le moment donné, son cousin plus vieux il est arrivé. Il a dit « Les gars, il faut vraiment vous écouter un band. Ils sont fous, man. Ils sont neufs dans le band. Ils ont des masques. C'est malade. » Clairement, c'était Slipknot. C'était Slipknot. Là, ça a fait comme boum. Puis là, je me suis mis à capoter. Puis là, on recherchait plus les compagnies de disques. Là, tu checkes sur les labels. Là, tu regardes. Tu as plein de nouveaux bands que tu découvres. Puis là, tu te promènes un peu là-dedans. Tu sais. Fait que c'est pas mal comme ça que ça allait commencer. Ouais. Je t'avouerais que moi aussi, j'ai pas mal commencé dans le monde
du métal avec des bands comme Korn, justement. Korn, ça a été pour moi, quand j'étais plus jeune, man, c'était game changer, cette band-là. Là. C'était la voix du vocal, là, c'est capoté. Là. Mais toi, ça a été... Ouais, c'était comme rien qui avait sorti. Ouais. C'était heavy, c'était mélodieux. 7 cordes. Le gars, ouais. Le bassiste, il slap, genre comme Fate No More, mais genre vraiment encore plus électrique métallique. C'est comme... Moi, j'ai capoté. Là. C'est les beats pesants. Là. C'est les grosses 7 cordes. C'est comme, wow, OK, ça, c'est heavy. Là. Finalement, ben, tu te rends compte qu'il y a d'autres affaires qui sont plus heavy, peu. Là. Aujourd'hui, oui, mais à l'époque, tu sais, mettons, Life is Peachy de Korn. Pas de stress. Life is Peachy de Korn en 96. Dude, man, j'écoutais là, l'album, j'étais comme, c'est malade, man. Ça n'a pas de bon sens comme band. Là. Puis en plus, quand il arrivait sur scène, le chanteur principal, il était habillé en kilt, man, puis il y avait des dreads, puis ça dérangeait à l'époque. Là, puis il jouait de la cornemuse. Hein? Ouais, il jouait de la cornemuse, c'est vrai. Ouais. Fait que là, toi, c'est vraiment Slipknot qui t'a entré dans le monde du métal. Ouais. Puis là, je m'avance un petit peu, mais as-tu déjà eu la chance de jouer avec Slipknot? Oui. Ouais! Nice. Oui, bon, ben, on va starter avant de tomber dans Slipknot. Là, t'es ado. Là, tu commences à triper sur Slipknot. Là, tu te dis, man, c'est ça que je veux faire. C'est de la musique que je veux faire de ma vie. Comment t'as fait pour trouver tes membres, tes musiciens? C'est-tu des potes à toi? C'est des chums? Hey, mon gars, man, c'est tellement une super bonne question parce que je me suis posé la même affaire. De où ça part, à un moment donné, quand t'es rendu dans ta vie, tu te dis « Ah, c'est vrai, il y avait ça avant. Hein? » Puis là, j'ai comme refait un peu une genre de rétrospection parce qu'on a bien du temps pour penser ces temps-ci. Puis, mais non, mais ça part que moi, je jouais de la guitare, OK? Puis là, un moment donné, j'allais au primaire avec un gars qui s'appelait David Duhamel. Super bon ami à moi. Là, rendu au secondaire, moi, je suis allé dans un collège privé. Fait qu'on s'est comme séparé, la gang du public et la gang du privé. C'était pas la même gang. Mais en secondaire 4, ça recommençait à se tenir ensemble les week-ends. Puis là, il y avait tout le temps comme des parties. Le monde chillait, buvait de la bière, fumait du weed, nanana. Puis là, je vois Dave Duhamel, que ça fait genre 10 ans, peut-être pas 10 ans, mais genre 7-8 ans, j'ai pas vu. Puis là, il joue de la guitare dans un party, dans une vieille cabane en arrière, à l'autre bout du monde. Puis il joue de la guitare, puis là, il me parle qu'il s'est parti un band, puis que ça s'appelle Mind Flyers. Je fais « Ah ouais, c'est cool, man, nanana. » Fait que là, à un moment donné, ça reste comme ça. Puis là, on se retarde. Je dis « Si jamais vous avez besoin d'un autre guitariste, je pourrais joindre au band. » Il dit « On n'a pas besoin de guitariste, mais notre bassiste, il est un peu sloppy, il fait pas la job bien. Fait que ça aurait peut-être une ouverture. » Ça a pris. Le lendemain, j'ai vendu ma guitare, mon ampli, pour m'acheter une bass, un ampli. Puis là, c'est là que j'ai commencé. Je suis rentré dans le band direct. Puis là, j'étais bassiste dans cette band-là. Puis la transition de... Oh, excuse-moi, vas-y. Ouais, pas de stress. Ça a duré un bon 2 ans, là, jusqu'à après. Mais mettons, quand je suis rentré au cégep, j'avais 17 ans. Ouais, parce que c'est en septembre, moi, c'est ça. Fait que j'étais comme plus jeune, un peu que les autres. Fait que ça a duré quasiment jusqu'à mes 17 ans. Mais à mes 17 ans, là, je suis tombé sur d'autres genres de musique. Comme, mettons, là, on parle de Unearth, As I Lay Dying, Zao, toutes ces bandes-là. Aïe. Puis là, je me suis mis à triper vraiment gros là-dessus. Puis les gars de mon band, ils n'aimaient vraiment pas cette musique-là. Puis là, il y avait comme toute une scène autour de ça aussi, là, une mode vestimentaire. Il y avait tout là, autour, là, les cheveux, la patente. J'étais comme, Chris, moi, j'étais là, ça va exploser, ce truc-là. Fait que, en pensant à ça, il y a un band qu'on faisait souvent des spectacles avec eux autres qui s'appelait Blind Witness. Hein? Puis, OK, Blind Witness. C'est pas moi qui ai parti ça. Ah ouais, OK, vas-y, continue. Fait que Blind Witness, on joue avec eux autres. C'est vraiment pas le même band qu'on connaît aujourd'hui. Là. Puis Max Lacroix, il n'est pas là encore. Là. OK. Fait que c'est PL Desroches à Granby qui avait cette band-là. Lui, il me faisait écouter Seven Angels, Seven Plagues, Misery Signals. Puis là, j'ai commencé à vraiment triper. Puis là, dans les pauses au cégep, on allait dans son char, on écoutait de la musique dans son CD player dans sa voiture. À un moment donné, il me dit ça serait cool qu'on aille voir des spectacles ensemble. Il y a une salle de spectacle à Montréal, ça s'appelle l'X. Tu vas voir, c'est sick, il y a plein de bandes vraiment underground et tout ça. C'est comme notre anti à l'époque. Là. Exactement, mais c'était beaucoup plus petit. Là. Vraiment. Il y avait 2 étages. Ouais, il y a gros des vidéos, tu checkeras plus tard, là, mais comme
Moi, j'ai vu Alix avec PL, j'ai vu Azalea Dying qui ouvrait pour Black Dahlia Murder. Puis je pense qu'il y avait même Honored sur le bill. Puis je pense qu'il devait avoir genre même pas 100 personnes. Là. Hey! C'est fou, ça, là, c'est en à leur quelle début. année? Mon Dieu, je pense que j'ai encore le billet. Ça devait être en genre 2001. 2002. OK, ouais. C'est sûr que ça, c'était des bands qui partaient dans ces années-là. Là. Ouais. On Earth, je sais pas s'il y a du monde qui vont se souvenir, mais pour les métalleux, c'est des classiques. Même Zao, tu as mentionné ça tantôt. Si bol. Le vocal de ça était tellement particulier. Même les rythmiques de guitare, c'était très particulier comme band. Puis moi, j'ai commencé à triper sur le metal un peu dans ces bands-là aussi. Azalea, évidemment, que les autres, je pense qu'ils ont popularisé un peu le metalcore puis qu'ils ont rendu ça un peu mainstream. Fait que là, vous, avec Blind Witness, est-ce que Azalea était une grosse influence? Est-ce que Honor était une grosse influence? Azalea Dying était une immense influence là, pour moi, là, surtout moi, là, parce que de un, le look, juste le physique du chanteur, un grand gars avec des tatous. C'est vrai, il a le même look que toi un peu. Ça se ressemblait. Puis j'aimais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup les trucs qu'il faisait. Puis c'est ça, Blind Witness, j'étais pas encore dans le band, on allait voir ces shows-là. Puis à un moment donné, je me rappelle, je chillais vraiment plus souvent avec ces gars-là. Fait que, à un moment donné, le drummer, il décide de monter au Steve Music à Montréal, d'aller s'acheter une double pédale, parce qu'il n'y avait pas ça. Donc là, il va s'acheter sa double pédale. Là, il jamme. Puis là, il y a un micro de libre. Donc là, il jamme, on fait n'importe quoi. Puis là, je prends le micro, puis je me mets à chanter. Les gars, ils arrêtent, ils font comme « Yo, man, c'est quoi ça? Tu sors ça de où? » Je sais pas. Je sais pas. Puis là, ça a fait genre une pierre deux coups. Bang, je suis devenu chanteur de Blind Witness. Puis on avait des influences, beaucoup de Azalea Dying. Même au début, on se faisait dire qu'on les... pour être honnête, on se faisait dire ça, mais on le savait très bien qu'on les copiait un peu. Là, nous autres, on était comment? On va être la Azalea Dying du Canada. Yes, OK, cool. En même temps, quand t'es jeune, tu sais pas, c'est ça. Quand t'es jeune, tu sais pas, ça sert à rien de copier une autre bande pour être un band. Mais en même temps, je pense que toutes les bandes, à quelque part, ils ont comme copié un peu pour trouver leur propre son. Fait que nous, ça a été ça au début. Puis là, je trouvais qu'il manquait une petite touche, mettons, à Blind Witness, là, avec un guitariste qui était un peu moins à fine pointe. Puis là, on a fait un show avec un band qui s'appelle Indian I'll Rise. Puis c'était Max Lacroix, qui était guitariste-chanteur dans cette band-là. Puis j'aimais vraiment sa façon de jouer de la guitare. Max a fait son cégep en musique. Puis Max était plus rythmique. Il y avait plus de guitar picking. Il était plus qu'est-ce qu'il y avait de différent? Max était plus ordonné. Il connaissait ses gammes, il connaissait, il était capable de lire des feuilles de musique. C'est pas un genre de gars qui a appris par lui-même, qui a gratté sa guitare puis il a piqué des trucs à l'oreille. Il savait vraiment plus comment ça fonctionnait. Même à l'époque, il y avait un laptop, il enregistrait sur un petit... toute notre pré-prod, on la faisait sur un petit laptop. Puis ça a été quand même compliqué à avoir Max dans le band. Là. Puis, mais finalement, ça a marché. Puis après ça, on a regardé des bands comme Misery Signals qui faisaient des tours 10 mois dans une année. Là, ils faisaient 275 shows en 365 jours. Moi, c'était comme c'est la vie que je veux vivre. Là. Fait que là, on a comme commencé à se booker un peu partout. On a fait des tours au Canada, une en plein hiver. Pire idée ever avec une vanne qui n'a pas de chauffage dedans ou presque. Puis en Saskatchewan, il fait fret en tabarnouche l'hiver. Puis là, des fois, on arrivait à des shows, c'était par MySpace, c'était un peu tout croche. On arrive au show, finalement, il n'y a pas de show. Non, on est pris, c'était au milieu de nulle part. Ça a été vraiment compliqué à se faire connaître et tout, là, mais on va revenir MySpace. On va revenir un peu au début des tournées de Blind Witness tantôt, mais pour ceux qui écoutent et qui sont moins familiers avec le monde du métal, le monde des bands, à quel point c'était compliqué vous booker des shows? Parce que, exemple, là, on prend un gars mainstream, un chanteur unique qui se fait signer sur un label comme Warner Brothers ou Universal, choses comme ça. Le label s'occupe de lui, puis ils font à peu près tout. T'sais. Mais vous êtes dans la scène underground, metal, vous venez de Granby, puis là, vous voulez partir en tournée, man. À quel point c'était compliqué pour vous autres de vous booker des shows? Comme tu dis, t'arrivais à des places où il n'y avait pas de gig, il n'y avait rien. À quel point c'était tough? Au début, c'était pas facile, mais au début, c'est que tu te mets de chum avec d'autres bandes qui sonnent un peu comme toi puis qui essaient de commencer comme toi.
Là, tu jases un peu sur MySpace, les messages. Après ça, tu jases avec les autres sur Messenger. Dans le temps, c'est populaire quand même, MSN. Ouais. Puis là, finalement, OK, on va booker un show à Granby, puis vous autres, vous allez booker un show à telle place. Puis là, un band de Sherbrooke, on va booker Sherbrooke. Fait que là, on va faire Sherbrooke, Granby, Québec. T'sais. Fait que là, c'était comme, yes. Puis là, à ces shows-là, tu rencontres d'autres bandes. Puis là, c'est comme un peu Puis là, tu rencontres des promoteurs. Puis là, ça commence à débouler. Tu finis par catcher. Puis là, c'est long, mais tu te dis, tu sais, à un moment donné, ça va être beaucoup plus facile. Après ça, tu as un booking agent qui te remarque parce qu'il dit, crime, ce band-là, il travaille fort. Ils sont tout le temps sur la route, même s'ils n'ont pas personne pour les booker. Puis vous n'avez pas une scène? On n'a pas une scène. Les garanties, il n'y en a presque pas. Tu payes ton gaz, tu vends des T-shirts, puis tes T-shirts... tu vends tes T-shirts, payer ton gaz, puis là, tu arrives, là, tu dois de l'argent à la compagnie qui t'a printé tes T-shirts, puis là, tu n'as pas plus d'argent, fait que là, tu travailles, tu payes ça. Nous, on était quand même chanceux, on n'a jamais eu, à, mettons, réinjecter de l'argent dans le ban. On arrivait toujours kiff-kiff, on faisait pas une foutue scène, là, mais on était vraiment chanceux. Puis aussi à Granby, on a vraiment un bon fanbase. Ça, c'est vrai. À Granby, on faisait des shows au début, il n'y avait pas beaucoup de monde. À un moment donné, on soldait out des salles de genre 300 personnes. Puis, dans le salon, on n'avait même pas un album de sortie ou rien, on avait juste des démos. Fait que là, à force de faire des démos, à force de travailler, à force, dans le monde de la musique, le monde, parle, jase, le monde, tu te fais des contacts. Ah ouais. Puis là, nous, c'est le même, c'est arrivé. Après ça, un booking agent, un manager. Là, finalement, on commence à devenir un peu plus populaire. Là, je m'en vais porter un démo à Dave Boucher, qui a Extensive Enterprise. Ça, c'est une compagnie de disques? Un petit gars de secondaire 5. Là. Parce que dans ce là on n'était pas si bons. On ne savait pas. Même en allant en Ontario, puis genre, on avait de la misère à s'exprimer et à savoir des directions pour les routes, mettons. Là. J'y donne ça. Puis là, il fait comme... Ah, c'est vraiment bon. On entend parler pas mal de vous autres. Il dit, si j'ai un gros spectacle qui s'en vient, ben, je vais vous mettre dessus. Puis là, comme de fait, il voulait nous tester un peu, je pense. Puis sans Dave, on n'aurait jamais été capable de se rendre où on s'est rendu. Mais il nous a mis sur un show avec Set Your Goal. C'était vraiment pas notre scène pantoute. Là. Il y avait Case Strain, Set Your Goal, je me rappelle plus trop quoi. Ça ne fitait pas pantoute. Puis il y avait une tempête folle dehors. Là, il y avait presque personne au spectacle. On a fait notre set. Dave a dit, vous étiez bon, la réception était bonne. Puis, moi, j'étais comme, j'aimerais tellement ça qu'ils le mettent sur un gros show. Un gros tour. Ben, juste un gros spectacle show à Montréal, parce que les tours, c'était aux States, c'était genre, on partait puis on savait pas, whatsoever. Puis là, on s'en va en tour aux States avec notre manager de l'époque. Là, finalement, Dave, il nous écrit quand on est sur le bord de revenir, la tournée n'a vraiment pas super bien été. Puis là, il nous dit, hey les boys, finalement, vous ouvrez pour Bring Me the Horizon au Club Soda. Là, je fais, yo, ça c'est sick. Fait que ça, c'est notre première grosse salle qu'on a faite à Montréal. Fait que Bring Me the Horizon, c'est le premier band avec qui vous avez joué qui était comme game changer. Là. C'est genre, damn, là, on step up puis on est capable de faire quelque chose dans notre band. Là. Ben, c'était aussi la production autour. Là, nous, on avait tout le temps genre nos propres lumières dans les spectacles. À un moment donné, ça a comme parti de mal. Parce que toutes les bandes locales se sont mis à se boire des boîtes avec des lumières. Totalement. C'était cool. Puis là, au Club Soda, c'était vraiment une grosse production. C'était huge. Puis on ouvrait. Puis là, on a vraiment... On était en forme, on avait un bon set, on a joué 25 minutes, puis la réception était vraiment, vraiment, vraiment bonne. Puis c'est de là que tout est parti. Pas mal. Après ça, là, ça continue. Là, on sort notre full length, Silence is Ours, nanana. Puis là, on avait déjà des tunes de Nightmare on Providence Street qu'on jouait live. Ça, c'est votre deuxième album? Ouais. On n'avait pas encore sorti la tune Baby One More Notch avec le tabarnak dedans. Ouais. Puis ça, juste le follow-up était là. Puis là, on a droppé ça avec le clip que c'est Matt Charland qui a fait. Super beau. Ça, c'était un side clip, mon gars. Là. Puis, quel coup. Ça, là, c'est qui. OK, pour ceux qui ne savent pas, on va juste faire une parenthèse sur le clip Baby One More Notch parce que ça aussi, je pense que ça a été marquant dans votre carrière, ce clip-là. Ceux qui ne connaissent pas le vidéoclip, allez voir, c'est Blind Witness, Baby One More Notch, la ligne Tabarnak que tout le monde a connue. Il y a quand même 2,5 millions de vues, man, cette vidéo-là. C'est assez insane pour des gars de Granby. Tu regardes ça en recul, comment tu te sens? Ben, écoute, je me sens bien. Je veux dire, je suis fier du travail qu'on a fait. On a poussé en tabarnak là, pour se rendre là. Puis ça a fait crime, ça a été super viral. Là.
Hey, c'est Puis fou, ça hein? a eu l'effet d'une bombe. Puis surtout pour l'époque, là, dans ce temps-là, le HD n'existait pas vraiment. Là. Puis genre, il y avait une grosse production, des vraies grosses caméras. Il était à peu près 4-5 sur le set à filmer, avec Matt qui nous faisait recommencer les tunes. Mais je pense on a joué Baby One More Notch de front to back à 3 endroits différents. Puis à tous les endroits différents, on l'a joué peut-être 100 fois la tune. Hey! C'était Ah, intense. ouais. Après une journée de tournage, on était brûlés. Là. Nous, on s'est Hey! amené de la bière, on pensait, on va faire une take, ça va être drôle, puis on va boire de la Ah. bière, on va se saouler, ça va être drôle. Oublie ça, c'est pas ça. Là. On Aïe, était aïe. trempé à la vette toutes les fois, puis ça a quand même pris 2 jours complets de tournage. Pour ceux qui, 3 jours, en fait. hey! Pour ceux qui Pour le connaissent party. moins Matt Charland, c'est un vidéaste. Si je ne me trompe pas, là, maintenant, il est rendu à Montréal, mais c'est un gars qui a fait énormément de vidéos là, pour à peu près n'importe quel. C'est un cinéaste, un vidéaste très, très, très connu là, au Québec, là, très connu pour le monde de la vidéo. Puis quand moi, j'ai su que vous autres étiez avec Matt Charland pour cette vidéo-là, j'ai fait « Aïe, aïe, man, ils vont dropper une méga bombe. » Et comme de fait, la vidéo était insane avec les lowriders au départ. Quand vous arrivez en char, hey, man, le concept était parfait. Puis tout est dans une grange. Puis après ça, man, le tabarnak qui pète, que toi tu cries. Puis, man, c'est vraiment insane comme vidéoclip. Là. Cette tune-là est folle. Fait que là, pour en revenir un petit peu à Slipknot, là, le band Blind Witness a pris quand même son envol. Vous avez fini les petites tournées. Là, vous commencez à faire des grosses. Quand est-ce que vous avez vraiment joué avec Slipknot? Puis, là, tu as un rêve qui a été réalisé parce que c'est ton band préféré depuis que tu es jeune. Quand est-ce que vous avez joué avec? Ben, en fait, c'est drôle en maudit, ça, parce que ça a été la fin de Blind Witness. C'est notre dernier show à vie. Puis c'était comme, ça stagnait un peu, Blind Witness, on trouvait ça un peu long. Il y avait comme eu une grosse pause après avoir fait ben trop de tours. Moi puis Max, on s'est comme un peu chicané. Je pense que c'est notre plus long strike. On était partis comme 4 mois. Ça faisait 4 mois qu'on était sur la route. Puis je mettais du gaz, on était genre au Vermont, je sais pas trop où, là, peu importe, on repassait les lignes pour aller au Canada puis s'en aller à la maison. Puis là, Dave Boucher m'appelle, il dit « Hey yo, The Agency Group, c'est une des plus grosses compagnies de booking dans le temps. » Puis là, il dit Paul Gourley, puis il team up avec Dave Shapiro, puis ils veulent que vous ouvriez une tour, Cross-Canadian Tour, avec Of Mice and Men. Là, je fais comme, yo, OK, ça, c'est sick. Là, on tombe avec un booking agent vraiment immense, tu sais, puis là, c'est comme, yes. Là, j'en parle aux gars, je dis, yo, les gars, on vient d'embarquer là-dessus, puis les gars, ils ont comme fait, t'es malade, on s'en retourne à la maison, on va mourir. Là. Je suis comme, hey man, si vous êtes tombé niaiseux, c'est go, là. Il nous reste, ça fait 4 mois, là. On en refait un autre 2 semaines, puis après ça, c'est réglé, là. On retourne à la maison, puis on fait ça. Ça n'a pas passé au conseil pantoute. Ah ouais, le band a refusé. Le band a refusé parce qu'il voulait être à la maison. Puis là, on le savait, puis moi, ça m'a fait vraiment chier, parce que, on le savait, de toute façon, on avait notre CD Release Tour avec Chelsea Grin et Attila. On a amené Chelsea Grin et Attila dans le temps qu'ils n'étaient pas beaucoup connus au Canada. Non. Puis on a fait genre notre CD Release de Nightmare on Providence Street. Puis il aurait fallu comme déplacer des dates. J'étais comme ça vaut plus la peine d'ouvrir que de deadliner une tour. Puis on avait comme un genre de... C'était comme un break de 2 semaines, 3 semaines avant cette tour-là. Puis les gars, ils ont comme juste... Ça leur tentait pas. Là. Sinon, ça nous amenait à recommencer à faire comme un autre 3 mois. Fait que là, ça aurait fait 8 mois qu'on n'aurait pas été à la maison, ce qui est quand même long. Fait que là, on a décidé de canceller ça commence à être long. Ouais. Puis là, on a pris 2 semaines de repos, on a fait notre CD Release Tour, puis après ça, ça a explosé. Là. C'était comme plus agréable d'être tout le monde ensemble, puis ça marchait pas bien. Ouais. On reviendra à ça tantôt, parce que avant, on s'est parlé un peu la semaine passée, puis tu m'as dit, tu sais, la vie de tournée, moi qui ai été dans des bands étant plus jeune, te voir aller, moi je t'ai connu, justement, on a fait un show ensemble, puis toi, tu me rappelais, c'était probablement à Trois-Rivières, ça doit faire un bon 10-12 ans de ça facile. Puis là, moi, je vous ai vu, là, la première fois que je vous ai vu, j'ai fait, OK, ce band-là, là, c'est complètement capoté. Là, les gars, ils look, les gars, ils ont le son, les gars, ils ont le gear. Puis moi, j'avais encore les cheveux jusqu'aux épaules. Puis j'avais 3-4 boutons d'en face. Là, j'avais l'air d'un kid. Là. Puis là, j'étais comme, c'est ça que je veux. J'aimerais tellement ça. Bref, quand on se parlait la semaine passée, puis tu m'as dit, le tour, c'est le fun jusqu'à temps que c'est plus le fun. On en reviendra. Justement, là, est-ce que vous êtes déjà allé en Europe? Oui,
on est allé en Europe une fois. Puis c'est ça, on était avec Suffocate puis King Conquer. C'est genre une tour de notre label Media Scare qui n'existe plus, là. Mais c'était un gros label. Il y avait As Blood Runs Black, The Ghost Inside là-dessus. Fait que on est allé en Europe avec Suffocate. C'est une super belle tournée. Ça s'est super bien passé. La première fois en Europe. Puis on avait quand même une super belle réponse. Hein. Ah ouais. Ben, Suffocate, c'est gros. C'est un gros band de tête, ça, là. Ouais, ben tu sais, ouais, c'était gros, mais c'était comme un band qui tourait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'était un genre de band de breakdown après breakdown après breakdown. Puis je sais pas, c'est un band qui travaillait fort, qui avait du fun. Puis, mais moi, j'ai jamais eu particulièrement trippé sur cette band-là. Mais eux autres, ils touraient. Puis je veux dire, on a fait une tour aux States avec eux autres avant. Fait qu'on connaissait les dudes. Fait que ça me dérangeait moins d'aller overseas avec un band qu'au moins on savait un peu. C'est ça, on savait un peu à quoi s'attendre pour la tournée. Puis, écoute, ben, c'est ça qui est ça. On a fait notre tour là-bas, puis ça a super bien été. Là, vous avez un album. Premier album, il ressemble à, comme tu disais tantôt, c'était un peu un rip-off de As I Lay Dying, entre guillemets. Quoique vous aviez votre sauce pareille, c'était vos inspirations. Et là, le deuxième album sort, Nightmare on Providence Street. Cet album-là a quand même une grosse histoire derrière. Providence Street, si je ne me trompe pas, c'était bien la rue où tu restais à l'époque. La rue où ma mère restait, oui. La rue où ta mère restait. Ouais. L'intro du band, pas l'intro du band, mais l'intro du CD, c'est... on dirait que je refais l'entrevue qu'on a faite il y a 10 ans. C'est vrai. C'est vrai, hein? Parce que j'ai déjà passé Joe en entrevue il y a comme 10 ans. Puis là, 10 ans plus tard, on se reparle. C'est quand même... c'est tout un honneur. L'intro du CD, c'est un appel téléphonique. Raconte-moi, parce que même moi, ma mémoire a fait défaut. C'est une histoire de ta mère. Oui, c'est vrai ça. En fond, l'appel téléphonique, c'est l'appel téléphonique de ma soeur qui m'appelle vraiment tôt le matin. Elle est allée chercher, elle avait oublié sa ceinture pour aller dans ce temps-là, peut-être qu'elle était au secondaire ou peut-être au cégep, je ne me rappelle plus exactement. Là. Mais là, elle avait besoin de ça pour aller à l'école, puis elle est passée chez ma mère. Puis genre, elle rentre en dedans, là, elle entend ma mère qui crie en haut, puis là, elle voit qu'il y a de la vitre pétée partout dans la maison. Là, elle fait, voyons non, elle sort dehors, là, avant d'appeler la police, elle m'appelle moi, puis là, elle capote. Elle me dit, viens à la maison chez maman, là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, puis ça raccroche. Là, moi, je me lève, je prends mon char, je m'en vais là-bas. Capoter, man. Mes parents sont récemment séparés, je me dis, qu'est-ce qu'elle a fait? Il est arrivé quelque chose? As-tu enlevé la vie? Là, tu penses à plein d'affaires. Puis là, mais comme de fait, c'est pas ça pantoute. C'est que ma mère, elle avait vu un dude une couple de mois, mettons, puis après ça, elle avait décidé que ça s'arrêtait. Puis lui, un matin, ben, il a décidé de rentrer par effraction quasiment en arrière, puis de l'agresser, là, puis d'attacher dans son lit, puis tout. Fait que quand on a ça, c'est quand même une bombe, puis ça fait bien du mal à tout le monde autour de nous. Moi, le premier, tu sais, le grand frère, qui est comme moi, super impuissant, tu sais. Fait que, écoute, c'est ça. Puis je me disais, ce truc-là, ça m'enrage vraiment en gros. Fait que, puis j'ai comme eu l'idée, puis j'en ai parlé aux gars, les gars étaient super réceptifs. On a fait comme un genre de concept album. Nightmare on Providence Street, Providence Street, c'est la rue où tu as grandi. Que ma mère habitait. Ouais. Puis, l'album, c'est comme une genre de... On part de quand ça arrive à l'évolution de tout ça. C'est comme ça part d'un peu de tout. Qu'est-ce que j'ai fait pour passer au travers de ça. La boisson, les filles, la drogue, toutes ces affaires-là. Puis genre la frustration, la vengeance. Ça touche vraiment à tout. Pour justement finir par la tune qui s'appelle The New Year. C'est comme un éloge en genre comme bon, là, il y a une autre année qui passe, puis là, on passe à autre chose. C'est un peu ça. Aïe, aïe. T'es-tu très proche de ta mère? Oui, très proche, très, très, très proche. Mes deux parents. De tes deux parents. T'es très proche de ta soeur aussi? Oui, Maggie, oui. Mais j'ai une autre soeur, Joanie, qui est super
super gentille. J'adore vraiment, vraiment immensément. C'est juste qu'on se voit un peu moins souvent parce qu'elle est partie de la maison un peu plus jeune. Mais tu sais, Maggie, elle venait en tour avec nous autres. Tu sais, elle finissait l'école, elle prenait un avion, puis elle venait nous rejoindre en tournée où on était, puis elle vendait de la merch. Tu sais, elle était rendue quasiment autant populaire que le band. Tu sais, le monde dit « Ah, Maggie, c'est Maggie, c'est Maggie. » Tu sais, tout le monde aimait Maggie. Tout le monde aimait Maggie. Puis que, ouais, elle était vraiment beaucoup là-dedans. C'est sûr que ça nous a rapprochés vraiment gros. Même si on était déjà proches à la base. Mais c'est cool, ça. Ah ouais. Fait que vous êtes une famille quand même très serrée. Puis ça vous a rapproché, toi et ta soeur. Ça, c'est vraiment nice. Puis ta mère aussi, j'imagine que l'épisode, est-ce que ça vous a rapproché en tant que mère-fils? Pas vraiment. Là. On était déjà proches. Ça nous a fait réaliser que si des affaires que tu penses que ça arrive tout le temps juste aux autres, là, ben, non, ça t'arrive. Ça peut arriver, ça arrive à n'importe qui. Puis il faut juste passer au travers de ça, puis en étant proches les uns des autres, puis en se disant qu'on s'aime le plus souvent possible, ben, ça aide à passer au travers de des catastrophes comme qu'est-ce qui est arrivé à ma mère. Clairement. Moi, c'est fou. Je travaillais avec un gars à l'époque, puis je sais à quel point le monde est fou, man. Moi, quand j'ai su ça, j'ai capoté ma vie. Sa belle-mère avait été assassinée, puis elle a été mise dans un coffre d'auto, man. Quand j'ai su ça, c'est tellement proche. C'est fou, man. Je capotais, man. J'étais genre, c'est que le monde est malade. C'est crime. Puis là, aujourd'hui, on vit en quarantaine. C'est là qu'on se rend compte que c'est important d'être proche de nos gens, de dire à ceux qu'on aime qu'on les aime, puis que on est plus loin que jamais, mais en même temps, on est plus proche que jamais. T'sais. Ouais. Non. C'est fou. En tout cas, on s'éloigne un peu du band, là, mais maintenant que Nightmare on Providence Street est sorti, ça, c'était un album assez capoté. Moi, j'ai trippé bien raide. Là, vous avez fait pas mal de tournées aux States. Les endroits les plus cool que vous avez fait aux States, ça serait quoi? Oh my God. On a tellement joué aux States. Là, as-tu fait tous les États? Oui. C'est sûr. Puis dans ce temps-là, c'est un peu flou, parce qu'il y a des affaires, je ne m'en rappelle pas bien tant que ça. C'est un peu party animal, moi, sur la planète. Écoute, non, il n'y a pas de stress. Là. Non, je sais bien. Mais, je laisse pas ma place non plus, je l'avoue. Bon, là, on a déjà eu du fun ensemble, je pense. Mais les places les plus cool qu'on a jouées, man. On a joué à un festival, Rock and Roots Festival, en Californie, pendant qu'on enregistrait. C'était à Bakersfield, en Californie. J'étais full content parce que Bakersfield, c'est de là que Korn vient. Fait que là, enfin, je pouvais voir, genre... Ouais, enfin, je pouvais voir la ville où ces dudes-là ont grandi. Puis finalement, ben, c'est une ville pas très belle, mais c'est une ville. Fait que, ouais, puis ça, c'est pendant qu'on tapait Nightmare. Puis là, on était tous bien excités parce que c'était genre Seosin qui headlinait. Puis Vanna de Ghost Inside jouait aussi. Fait que on était bien contents d'être avec nos amis de Vanna et de Ghost Inside. Mais aussi, l'affaire qu'on a découvert cette journée-là, c'est Shiny Toy Guns. Moi, c'est la première fois que je voyais cette band-là. J'avais jamais entendu parler de ça. Puis je pense que pas beaucoup de monde avait entendu parler de cette band-là. C'est ça, canon. C'était gros. Puis c'était comme, waouh, c'est tellement bon. Puis après ça, je pense qu'on a acheté l'album. Puis on l'a écouté non-stop pendant 2 mois dans la van. Fait que ça, c'est vraiment un super beau festival qu'on a joué. C'est un peu désorganisé, c'est un peu tout croche. C'est comme genre un rockfest, mettons, 2 fois plus petit, puis 2 fois plus désorganisé. Mais tu sais, c'était comme notre première expérience de festival extérieur, là, mettons, dans notre vie. Y avait-tu bien du monde? Quand même, oui. Il y avait... C'était un peu disparate. Là, il y avait plusieurs stages, des petits stages, des gros stages, des moyens stages. Puis c'était comme dans le bois. C'était vraiment étrange. Mais ouais, c'est... Nice. Il y avait quand même un bon crowd. Là. C'était vraiment cool. Moi, j'étais allé 4 fois en Californie, puis man, j'ai trippé sur cet état-là. Là. C'est beau, man. Avez-vous eu le temps de regarder un peu autour? Avez-vous voyagé les parcs nationaux dans vos temps morts? Plus ou moins? On n'avait pas beaucoup de temps mort. Mais oui, on a eu le temps quand même de visiter un peu là, des attractions que tu n'as comme pas le choix. Tu vas voir, tu passes devant, tu le fais. On prenait quand même un peu de temps pour faire ça. Mais
on avait tellement de routes entre les spectacles tout le temps à faire que c'était majoritairement la vue d'autoroute. Ouais. Oh boy. Une autre chose que je veux jaser, le Vans Warped Tour. Oui. Avez-vous déjà fait le Vans Warped Tour? Non. Et Vans Warped Tour, c'est rare, les bands canadiens qui font le Vans Warped Tour. Je pense qu'il y a au Québec, là, les bands québécois, là, il y a eu 2 bands qui ont fait le Vans Warped Tour. C'est Simple Plan, puis Skip the Foreplay, quand ils ont sorti leur truc, parce qu'ils ont signé sur Epitaph, puis quand ils signent sur Epitaph Record, ben, c'est le chanteur de Bad Religion. Fait que, habituellement, la première année, ben, tu fais le Vans Warped Tour. Mais ouais, ça a été vraiment une tournée que j'aurais vraiment, vraiment, vraiment aimé faire. Mais pourquoi ils sont aussi sévères envers les bands canadiens? Pourquoi ils étaient aussi? Parce que là, ça n'existe plus, là. Ouais. Ben, j'ai aucune idée. Pour vrai, c'est juste que les bands canadiens, c'est tellement tough à percer. Tu sais, un band américain perce vraiment bien au Canada, mais un band canadien a vraiment de la misère à percer aux States. Puis, de un, tu as des visas de travail qui sont complètement difficiles à aller chercher. Puis c'est très cher. Là. Nous, on l'a eu à la fin parce qu'à un moment donné, tu ne peux plus passer les lignes, puis tu es un band qui est sur Internet, tout ça. Tu ne peux pas dire, ça va faire une tournée promotionnelle, on ne fait pas d'argent, puis nanana, à un moment donné, ça passe plus. 3-4 premières tours, puis après ça, c'est pas sûr d'avoir ça. Là. Mais ouais, non, c'est ça. Nous, on a fait des grosses tours aux States, mais jamais de l'envergure du Vans, zéro. On a fait beaucoup de festivals immenses au Québec, là, mais pas aux States, pas sur une grosse tour whatsoever. Vous avez fait Heavy Montréal, justement, une couple de fois. Oui, bien, exactement. Ça, c'est Heavy Montreal, j'ai toujours voulu le faire dans ma vie. T'sais, on avait déjà fait le Rockfest une couple de fois, mais Heavy Montreal, ça m'intéressait vraiment gros. Puis genre, on s'était fait booker pour Heavy Montreal. Puis c'était comme sur la fin de Blind Witness. Puis moi, je savais que Slipknot jouait, puis j'étais vraiment, vraiment content. Puis là, finalement, on a un appel de notre manager pour dire, finalement, couper le budget, ça marche pas. Vous êtes plus sur le festival. Je fais, merde, c'est pas sérieux, c'est quoi ça? Là, j'étais vraiment fâché. J'ai appelé notre manager, j'ai dit, rappelle les gars d'Evenco, puis dis-leur que ça va être notre dernier spectacle. Ah ouais? Ça prend 5 minutes, j'ai un appel du gars d'Evenco, puis là, il me dit, bon, OK, super. Fait que là, on négocie la garantie, on négocie tout ça, puis je dis, je veux vraiment jouer sur le même stage que Slipknot va jouer, puis ça va être officiel comme quoi que c'est notre break-up, puis on arrête. Fait que là, en 2012, on a joué pour la première fois à Heavy Montreal. Puis on a ouvert pour Slipknot. Puis c'était supposément notre dernier spectacle, parce qu'après ça, on est revenu, on a refait un comeback. Parce qu'on a arrêté quand même, on était sur une immense lancée, puis on a arrêté direct au top. Au top, hein? Ben oui. Mais moi, ça ne me tentait pas de continuer pour continuer. Moi, puis Max, on s'était dit à 25 ans, c'est un bel âge, tout est fini. Là, on arrête ça, on retourne à l'école, on fait autre chose, parce que sinon, on va juste comme traîner ça, puis là, on ne va pas jamais arrêter. On va avoir. On va être 9 mois par an en tournée, on n'aura comme pas vraiment de vie, puis là, ça va devenir vraiment plus comme une vraie job. Fait que, nous autres, c'était comme un peu moins. Fait que c'est ça, à 25 ans à Vie-Montréal, on finit ça. Puis là, moi, je suis parti, puis j'ai rentré en cuisine. Puis là, comme 3 ans, 4 ans après, Alex Martel, il m'écrit pour me dire qu'il aimerait vraiment ça qu'on fasse un comeback au Rockfest. Fait que là, Despise Icon l'avait fait. J'étais comme, nous autres, puis là, la réponse était folle. Je veux dire, ça a été complètement débile mental. Ça devait être débile. Hein? Le Rockfest commençait à devenir vraiment, vraiment huge aussi. Là. Fait que c'était comme vraiment un super beau timing. C'était-tu l'année où le Rockfest ont eu comme leur petit scandale de toilette ou je sais pas quoi? Là? Non, c'est 2 ans après. 2 ans après ça. Ouais. On a fait ça. C'était une super belle journée. Vraiment cool. Ah ouais. Puis là, vous avez fait majoritairement les tournées que vous vouliez faire. Blind Witness, c'est devenu un nom bien connu dans le monde de la scène métal au Québec. 25 ans arrivent, là, vous coupez tout, puis là, vous dites, on se retourne à l'école. Puis là, pour toi, retourner à l'école a été... en fait, comment ça s'est passé? C'était-tu... Parce que là, tu es parti en voyage pour apprendre à cuisiner. T'es-tu allé à l'école de cuisine avant ou aussitôt qu'on a lâché. Non, aussitôt qu'on a lâché, je suis rentré, j'ai fait mon DEP en cuisine. Après ça, je trouvais qu'il me manquait un bagage. J'ai fait formation supérieure en cuisine à l'ITHQ après. Puis après ça, ça finit avec un stage en France dans des étoiles Michelin. Fait que là, je suis parti en France pendant une couple de mois. Après ça, je suis revenu. Là, j'ai travaillé dans des super belles places au Québec. Là, je trouvais qu'il m'en manquait encore. Puis là, j'avais une amie qui était sous-chef au Blue Hill à Stone Barn, à New York. Là. C'est un restaurant super, super réputé. Là. Il y a un épisode de Chef's Table, le 2e de la première saison. C'est sur le chef de Blue Hill à Stone Barn.
C'est qui? Puis Dan Barber. Dan Barber. Je vais Ouais. aller retourner voir ça. Je les ai écoutés, mais là, les premières saisons sont loin pas mal. Là. Ouais, c'est loin. Fait que là, t'es allé là? Ouais, je suis allé là-bas, travailler, c'était cool. J'avais pas envie nécessairement d'aller là puis signer le contrat comme quoi qu'ils payent tes visas de travail pour que tu travailles là, puis il faut que tu restes 1 an avec eux autres. Fait que, j'ai été là, je me suis fait plein de bons contacts, plein de bons amis. Puis après ça, je suis juste retourné à Granby. Puis là, après ça, ben là, j'ai travaillé à l'Antidote Food Lab à Sherbrooke. Après ça, j'ai été chef exécutif, chef des enfants terribles à Magog pour l'ouverture. Puis c'était juste pour l'ouverture. Puis après ça, ben là, j'avais le projet d'ouvrir mon restaurant. Puis là, ben, c'est ça, on est rendu là. Puis partnership, contact. On ouvre le restaurant Arvida. Ma soeur est architecte aussi. Puis c'est elle qui a tout fait le design d'intérieur. Puis, ouais! Ça reste qu'on est vraiment proche. Puis la rue Arvida, c'est vraiment le nom de la rue où est-ce qu'on a grandi quand on était jeunes, quand mes parents étaient ensemble. T'es-tu sérieux? Ouais, le nom du restaurant, c'est le nom de la rue. On parle de nom de rue pas mal souvent, mais écoute, le nom de rue, ça marche. C'est drôle parce que moi, j'ai grandi à Arvida, au Saguenay, man. Ah, ben c'est drôle. Il y a gros du monde qui nous parle de ça. Ah, le gars, il vient-tu du Saguenay? Pourquoi Arvida? Ouais. Ah non, c'est... Ben, ouais, on le sait, mais c'est le nom de la rue d'où est-ce que John a grandi. Tu sais, le chef propriétaire. Bon, OK. Aïe, aïe, c'est malade. Revenons un petit peu aux étoiles Michelin. Comment tu as trouvé ton expérience de travailler dans des restos avec des étoiles Michelin? C'était fantastique. Très, très, très difficile, mais exceptionnel. Dans quel sens? C'est des longues heures, beaucoup de rigueur. Tu apprends la rigueur, tu apprends l'autonomie, tu apprends à être toujours parfait dans tout ce que tu fais, le plus propre possible. Tu apprends que genre tu penses que ta journée de travail est finie, mais non, elle est à moitié. T'sais. Fait que là, ça te donne un boost pour comme cacher. Puis c'est la plus belle école que quelqu'un pourrait pas faire. Si tu es vraiment passionné par la cuisine, puis tu es passionné par les techniques difficiles de cuisine, puis genre l'exactitude des trucs, elle a une approche plus scientifique, mettons, par rapport à la nourriture, ben moi, pour vrai, ça a été comme un game changer dans ma vie. Là. Puis genre, je suis revenu de là, puis je suis revenu de là, gonflé à bloc, puis je voulais travailler comme ça pour le restant de mes jours, puis j'essaye le plus possible de travailler comme ça depuis que je suis allé là-bas. C'est malade. Quand tu étais en Europe, c'est quoi les restos des étoiles Michelin que tu as travaillé pour? Moi, je suis allé chez Serge Vieira dans le Cantal. C'est un 2 étoiles Michelin. Puis c'était un chef Bocuse d'Or qui avait gagné en 2005 le Bocuse d'Or. Ça a été quand même difficile parce que dans ce temps-là, les tatouages, c'était pas encore super cool avec le chef côte blanc. 2 étoiles Michelin, le gars il arrive avec des tatous dans la gorge. Les Français, ils se demandaient si je m'en venais pas faire un stage à la plonge. Comment ils ont réagi quand ils ont vu le Québécois arriver plein de tatous, justement? Tu mesures quand même un 6 et 2, t'es imposant, là, tu sais. Ouais. Et là-bas, c'est super pincé, j'imagine. Est-ce que c'était de la restauration, comment je pourrais dire, typiquement française, là, ou est-ce que tout est guindé à mort? Oui, c'était vraiment ça. Là. Mais quand tu as 2 étoiles au guide Michelin, c'est pas une question de guinder, c'est une question de règles qu'il ne faut pas que tu déroges de. Mais OK, tu vois, je savais pas ça. Là-bas, j'ai capoté sur les produits. Tu manges une fraise en France, quand dans le temps des fraises, tu fais comme, wow, je me suis fait mentir toute ma vie sur c'est quoi ça goûte une fraise au Québec. T'sais. Shit, bon, non. Tout est comme super top niveau. Là, ça n'a aucun rapport. Est-ce que c'est facile avec ça? Il achète, mettons, je te donne un exemple. Il achète des caisses de foie gras, mettons. Puis là, tu as tout le temps 2 lobes, un foie gras entier. Tu as le petit lobe et le gros lobe. Lui, le chef, il dit, je vais t'en prendre une caisse à toutes les semaines, mais je veux juste le plus beau des 2 lobes. Puis là, ça arrive dans du papier, et genre comme si genre, c'était une mine d'or. Puis là, en plus, ils font dégorger tous les foie gras dans plein de lait. Puis après ça, le lait, c'est juste pour faire sortir tout le sang des veines. Puis après ça, ce lait-là, ben, ils le foutent aux poubelles. C'est comme, c'est next level. Pas pour dire que ça fait vraiment du sens. Il n'y a pas beaucoup de gaspillage, mais ça en fait partie. Mais c'est certaines techniques que tu n'as comme pas le choix de faire un minimum de gaspillage pour arriver à un produit d'excellence comme le chef veut servir, mettons. Je savais pas qu'il y avait autant de règles pour garder une étoile Michelin. Je pensais que tu te faisais sacrer une étoile Michelin, puis après ça, il fallait juste que tu maintiennes le niveau de qualité. Mais quand tu penses à ça, c'est sûr que tu as plusieurs étapes à maintenir, plusieurs règles à maintenir pour garder une étoile Michelin. Là. Puis, est-ce que tu as fait un autre endroit à place du Serge Vieira en Europe? Quand je suis allé à New York, Dan Barber, dans ce temps-là, New York, c'était New York, là, la ville New York.
que genre, il pouvait avoir des étoiles Michelin. Lui, il a un restaurant à Manhattan, à New York, il a 1 étoile. Puis genre, ça n'a pas bougé depuis plusieurs années. Mais là, quand il y a eu son projet de la ferme, Farm to Table, ça a été un des premiers à faire ça, avoir tous ces crops, essayer de trouver des anciennes variétés de légumes que plus personne n'utilise, puis lui, leur mettre de l'avant. C'est un génie là, de la cuisine, ce gars-là, pour vrai. Là, très, très, très fucké, très, très rude, très agressif, mais immensément intelligent. Puis là, ils viennent. Le guide Michelin a extensionné leur guide pour aller à 45 minutes en dehors de New York juste pour y donner 2 étoiles. Fait que c'est quand même très nice. Ouais. Puis dans ce temps-là aussi, il y a le guide Michelin, puis il y a la liste San Pellegrino des 100 meilleurs au monde. L'année que je suis allé, là, je pense qu'il venait de passer de la place 50 à la place genre 14. Genre. Ah, ouais. Je sais pas, 21. Je me rappelle plus exactement le ranking, là, mais c'était vraiment impressionnant. C'était comme, wow, genre, j'ai travaillé dans une place comme ça, c'est quand même très nice. Là, tu disais que le gars était super sévère, mais le gars, ça doit être c'est un artiste, j'imagine? Ouais, ben, c'est un artiste. C'est vraiment un artiste culinaire. Là. Ouais. C'est un, lui, il a des génie, c'est un gars qui... Puis quand il y a des idées comme ça... Quand il y a des idées comme ça, non, il n'y a pas de stress. Quand il y a des idées comme ça, puis ils vous pitchent ça sur votre table, puis ils disent faites ça. Vous, est-ce que vous démenez comme des malades, puis vous êtes stressé à fond parce que là, il faut livrer le produit pour notre chef, puis ou lui est avec vous, puis il est participatif, puis il fait le processus avec vous? Ben, en fait, moi, quand j'étais là, moi, je faisais tous les jobs plates que personne n'a envie de faire. C'est un peu comme ça. Tu es là, tu arrives, il s'en fout de ton background, il s'en fout d'où c'est que tu as travaillé. Lui, il veut de la longévité. Il veut du monde, ça fait longtemps qu'il travaille puis qu'il travaille comme lui. Fait que, moi, je faisais ça, mais en même temps, tu te lèves la tête, tu regardes autour, tu apprends plein d'affaires. Tu poses des questions, tu te dis des affaires, mais lui, il a son équipe de chefs de cuisine. Puis avec ses chefs, il développe des idées. Il y a un meeting tous les matins. Ils prennent des notes, ils pitchent des idées. C'est des chefs qui parlent, nanana. Puis c'est ça, au final, là-bas, c'était tout le temps plein. Puis moi, je voulais juste arriver à ma mise en place. Il faut que tu arrives. Tu sais que tu n'arriveras pas parce que il n'y a pas de matériel assez pour tout le monde qui veut utiliser, mettons, un Vitamix ou un chinois-étamine ou n'importe quel matériel de cuisine. Fait que là, il faut que tu cours, il faut que tu sois tellement stratégique dans ta façon de travailler pour être capable d'arriver à l'heure pour le service. Que c'est vraiment malade. Tu as comme l'impression d'être en dessous de l'eau pendant 10 heures, puis après 10 heures, tu as pris ton premier respire. Ah, my God! Mais c'est intense, mais ça forme. C'est la meilleure façon de former quelqu'un, je pense. C'est sûr. Et là, tu es revenu au Québec, puis c'est là que tu as parti ton resto Arvida. Puis, j'ai travaillé un peu. Grosso modo. J'ai travaillé une couple de places, puis après ça, Walidé, elle a comme fait son apparition. Puis là, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Puis je suis allé voir des gars qui m'avaient déjà approché pour être chef propriétaire pour ouvrir leur premier restaurant. Puis ça n'a pas fonctionné. Mais là, moi, je suis allé les voir. Puis j'aurais dit, regarde, vous êtes venus me voir. Là, moi, je viens vous voir parce que j'ai vraiment l'impression que j'ai besoin de vous comme équipe autour de moi pour ouvrir mon restaurant. Puis en fait, pour vrai, John, juste avec ton éthique de travail, la façon dont tu travailles, on a déjà mangé ta nourriture. Let's go. Ton plan est bon. Dans l'affaire, tu l'as tout fait de A à Z toi-même. Tu t'es fait aider par un comptable qui avait déjà un restaurant. C'est prêt à montrer pour les banques pour avoir un prêt pour le resto. Puis let's go, on fonce. Fait que c'est ça qu'on a fait. As-tu eu de la misère? Hein? Parce que moi, j'entends beaucoup parler les restos, ils ne se font pas prêter d'argent ou blablabla. As-tu eu de la misère à avoir un financement pour essayer de le partir? Mais encore là, c'est une question de plug. Hein? Tout le temps de même. Mais oui, ça a été compliqué. Mais le plan d'affaires était béton armé. On avait un concept que que personne n'a à Granby. Sharing plate, des petits plats, pas trop chers, pas trop dispendieux, avec du bon vin d'importation privée, qui n'est pas non plus super dispendieux. C'est plus casual. Puis nous autres, ça a fonctionné. Xavier, un de mes associés, que lui a une compagnie, ça s'appelle Omnimed. Là. Ils sont dans le domaine de la pharmaceutique. Puis dans le domaine, c'est pas ça. Là, dans le fond, c'est comme plus informatique, mais ça aide les pharmaciens. Okay. C'est comme ils vendent des logiciels pour les prescriptions, des affaires comme ça, je sais pas trop. Okay. Mais lui, à la base, il y a une équipe de comptables, tout ça. Fait que, grâce à lui, il y a des plugs pour avoir certains trucs. Puis là, on a rencontré le directeur financier de telle banque. Puis là, ça a pris plusieurs semaines de jazz pour qu'ils disent « OK, let's go, on embarque. On est derrière le projet Arvida. Let's go, on fait ça en PPE. » Merveilleux. J'ai fait, yeah, sûr. Là. Malade! Et là, le concept derrière le restaurant Arvida, mettons, on parle de bouffe, ça ressemble un peu à quoi?
Ben, c'est des trucs de saison. Moi, je voulais ramener, mettons, les techniques un peu oubliées. Quand j'ai travaillé à New York, je me suis mis super ami avec Adam, qui était, dans ce temps-là, chef. C'était pas le chef, il faisait pas de service. Il était chef, il gérait des banquets en haut, en bas, mais lui, il avait comme des programmes de tests. Lui, il faisait la charcuterie. Je connaissais beaucoup ça, on a parlé beaucoup de charcuterie. Puis là, quand je suis revenu au Québec, j'ai travaillé avec un autre de mes amis, qui lui, il a une compagnie qui fait juste la transformation de charcuterie. Fait que moi, j'étais allé travailler avec lui. Moi, je donne de mes services, il me paye pas, puis en même temps, j'apprends, puis je donne un coup de main. Fait que là, ça m'a vraiment aidé. En mélangeant, mettons, qu'est-ce que le gars m'a appris, plus le dude de New York. On a fait notre propre charcuterie. Fait que, là, c'est cool, c'est différent. Dans le restaurant, on n'a pas un cellier à vin, on a un cellier à charcuterie. C'est comme tout vitré, puis tu as la charcuterie qui est en train de se faire affiner, puis des fois, ça dure 2, 3, 4, 5 mois. Puis la fermentation, le canage, prendre quelque chose dans le temps d'un légume qui est primeur, là, qui est comme à son apogée, puis ça dure vraiment pas longtemps au Québec, là, notre été, les légumes, clairement. tout ça. Fait que là, tu le travailles de 1 million de façons. Tu le fais fermenter, tu le fais pickle, tu le cannes, tu fais n'importe quoi. Fait que au restaurant, on a essayé de travailler plus ce côté-là. Fait qu'on travaille vraiment les produits du terroir, ouais, de plusieurs façons. On les décline, puis on le fait comme ça. Puis c'est pas... c'est sans prétention. Là, c'est des belles techniques, une bonne façon de faire, de la bonne bouffe, bien faite, avec des vieilles techniques. Puis, sauf les gens aiment vraiment beaucoup ça. Malade. Ça va super bien. Puis, est-ce que vous avez une belle carte de vin? Oui. Moi, je suis un gros amateur de vin. J'imagine que vous avez du vin orange en masse. Oui. Du vin orange, des vins en biodynamie. Ben, nous autres, on est majoritairement... Tous nos vins sont d'importation privée. Fait qu'on fait affaire avec des agences. Puis on a tous des vins, c'est soit bio, soit biodynamie, soit nature. Fait que, on a presque ça. Fait que c'est tous des vins un peu funky, un peu weird. Ça fait avec ma bouffe. Puis, je veux dire, on essaye des affaires, on essaie de faire des trucs différents un peu de ce qui se fait dans le coin. Là. Puis les gens, la réception à Granby est super bonne. Là, tu parlais de vin orange, ça a été comme la grosse affaire là, pendant à peu près, là, ça fait un petit bout là, que le monde en parle. Puis, mais c'est ça, à Granby, le monde a un vin orange, hein, quoi? Ils sont pas sûrs, ils sont habitués d'aller manger genre chez mon oncle, je sais pas quoi. Puis, prendre un gros vin bien corsé, là, parce que le vin corsé, c'est le meilleur au monde, selon eux. Ouais. Non, c'est pas parce que ça non. C'est un méchant beau monde. Oui, mais c'est magnifique. Ça change beaucoup. C'est comme la cuisine, hein, ça évolue, ça change. Moi, je trouve ça fantastique de même. Là. Ouais. C'est quoi ton style de vin préféré ce temps-ci? Ben, moi, je suis gros, tout ce qui est vin rouge léger, tout ce qui est pinot noir. Moi, je bois beaucoup des vins de Bourgogne. Les gamay, c'est pinot noir gamay. Oui, Beaujolais, gamay, pinot noir, Bourgogne, mais tu sais, ces temps-ci, je bois à peu près n'importe quoi que mon associé Colin, il sort parce que lui, il sort des affaires qui dit « Ah, ça, tu vas vraiment aimer ça. » Puis un pinot noir pétillant naturel de République tchèque. Ah, pourquoi pas? Là, tu goûtes ça, puis t'es comme « Yo, man, c'est pas filtré, c'est cloudy as fuck. Si tu le bois pas vraiment rapidement, ça oxyde, ça devient brun. » C'est quand même weird, là, mais lui, il est flyé, là, puis il connaît des connaissances incroyables en vin. Là. Fait que c'est le fun de teamer up avec un dude de même. Là. Fait que c'est cool, ça. Je bois un peu n'importe quoi. Tant que c'est bon, moi, je suis heureux. Clairement, moi aussi. Les vins du Nouveau Monde, comme justement la République tchèque, là, c'est tellement des produits. Je ne sais pas si il commence à être fort, la République tchèque, là, mais Dieu sait que moi, j'en connais pas tant que ça, voire même j'en connais peut-être même pas, là. Mais il y a des pays qui sont vraiment surprenants en termes de vin, c'est assez malade, là. Puis tu n'as pas juste les classiques du vieux monde, style Allemagne, Italie, France et ainsi de suite, mais l'exploration dans le monde des vins, ça finit plus, puis on a tellement des choses incroyables qui peuvent sortir, puis moi ce que je dis au monde, c'est essayez le tout, puis n'hésitez pas à pogner une bouteille à 10$ non plus, là, parce qu'il y en a des affaires qui sont incroyables aussi. T'as pas besoin d'être cher pour que ça soit bon non plus. Il y a le petit vigneron qui fait chez eux, il fait juste 50 caisses par année.
Il ne peut pas le vendre super cher parce que, puis il n'y a pas l'appellation parce qu'il est juste à 2 km de pouvoir avoir l'appellation. Fait que là, il ne peut pas l'avoir, mais c'est la même crise d'affaires, la même parcelle de terre avec les mêmes vignes, mais il ne peut pas s'appeler de même. Mais Chris, si lui, il le fait, il se démarque, puis wow, c'est moins cher, puis c'est meilleur, tu sais. Exact. On y va avec ça. Nous, on essaie vraiment de chercher des trucs comme ça là, dans notre restaurant. Là. Ah, mais c'est cool. Hey, Joe, écoute, ça fait déjà 54 minutes 33 secondes qu'on parle. Cool. Fait que je vais te laisser vaquer à tes multiples occupations. J'imagine que là, ton cell n'arrête pas de sonner pour des commandes. Ben, j'ai deux, trois textos là, qui sont entrés. Là. OK, ben écoute, je te laisse aller. Merci 1000 fois d'avoir pris le temps de jaser avec moi, mon gars. Puis je te souhaite bon succès dans tous tes projets avec le resto. Puis dès que je suis à Granby, je vais essayer de débarquer pour vrai. Puis on va se faire une bonne soirée, man. Ouais, j'ai vraiment hâte. Merci à toi d'avoir pensé à moi. C'est vraiment super gentil. Puis toujours un plaisir de te parler. Toujours un plaisir, man. Cool. Prends soin de toi, mon vieux. Ciao, bonne journée. Ciao.